Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et cette semaine, nous redécouvrons Piotr Ilyich Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. По дорожке за воз на ночлег поспешает скрипучий обоз. Я обоз теребу, я с дубиной вперед забегу. На морозной пыли, на край поля вдали лягу маревом. Средь полночных небес стану заревом. Разольюсь я мороз 90 полос, разбегу со столбами несметными, разноцветными. И толкутся столбы и спираются, а под ними снега разгораются. Море свету огня яркого, жаркого, пышного, там синё, там красно. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Redécouvrir Tchaïkovski. Hier et avant-hier, vous nous incitiez à écouter d'une autre oreille la 3e symphonie. Il va être question aujourd'hui, demain et vendredi d'un opéra que, franchement dit, vous qui écoutez Musique en mémoire, vous avez peu de chance de connaître. De quoi est-il question ? Tcherevichki, qu'on traduit souvent d'une manière un peu approximative par les souliers de la reine. En fait, les Tcherevichki, ce sont des bottines très féminines en cuir souple que porte la tsarine. Voilà, les souliers de la tsarine, Tcherevichki, une œuvre qui date de quand environ, Bertrand ? 1874. Il y a une première version de l'ouvrage, Vakula le forgeron, d'après La Nuit de Noël de Gogol. Gogol, c'est le grand auteur fantastique russe. C'est un peu l'Edgar Poe russe, ou l'Hoffmann russe, pourrait-on dire. Et puis il y a une anecdote assez savoureuse dans ce concours de composition. Tchaïkovski a livré sa copie une année trop tôt. Il avait mal lu la date et il écrit « Je n'ai pas décollé de tout l'été ». Il a travaillé très rapidement. Et puis il a décidé plus tard de remanier son ouvrage sous le titre de Tcherevichki. Une œuvre qui a eu du succès depuis, qui a été jouée, qui est restée à l'affiche, au répertoire, même si ici, franchement dit, elle est peu présentée. Il y a quelques exceptions à ça quand même. C'est un ouvrage qui est curieusement inconnu, même j'ai parlé avec des chefs d'orchestre. Il y a récemment eu une exécution qui a fait l'objet d'un DVD au Covent Garden de Londres. Donc, mais ça c'est vraiment très récent. Et puis on a quand même des enregistrements, mais c'est très récent. Donc ça reste quand même un ouvrage qui est complètement inconnu. Oui. Comme si c'était un ouvrage vraiment mineur, alors que pour moi, vous voyez, j'arrive dans cette émission pas avec l'idée de dire ah voilà, qu'est-ce que je pourrais servir de bien spécial pour faire mon petit effet dans Musique en mémoire. Non, moi je connais cette musique depuis très longtemps parce que je l'avais trouvée en disque noir à l'époque de mon adolescence. Ah, très bien. Et puis, ça c'est resté vraiment dans mes habitudes. Je l'ai en moi depuis très longtemps. Et moi, ça fait partie des ouvrages que je vis avec, quoi. Donc, on s'enflamme parfois à l'adolescence pour des choses très particulières, et puis à l'âge adulte, on se dit, oui, il faut mettre ça en perspective. Il faut que vous nous montriez la valeur de cette musique, Bertrand Roulet, la valeur de ce Tcherevichki ou de cette Tcherevichki. Il est la question de sorcière, de diable. Vous l'avez dit, l'univers fantastique de Gogol. Comment est-ce qu'on commence de présenter cette œuvre ? Peut-être d'une manière beaucoup plus froide et analytique, en laissant la musique prendre toute son ampleur, avec des exemples tirés de l'ouverture, que je vous jouerai déjà brièvement au piano. Et pour ce qui est de l'ambiance, je trouve bien de faire référence au texte lui-même de Gogol, pour faire le portrait de l'une des protagonistes, Oksana, une fille très jolie et capricieuse. Deux notions qui vont ensemble en principe. Quelle idée ont eu les gens de proclamer que je suis jolie ? Disait-elle comme distraitement, et seulement pour se donner un prétexte de bavarder toute seule. Ils mentent, les gens, je ne suis pas jolie du tout. Mais un regard à son miroir où apparaissait un frais visage, plein de vivacité enfantine, avec des yeux noirs, étincelants, et un sourire plus malicieux et délicieux qu'on ne saurait le dire, et que vous allez droit au cœur, lui prouva instantanément le contraire.
Si, je suis jolie, ah, que je suis jolie une merveille. Quelle joie j'apporterai à celui dont je serai la femme. Quel plaisir mon mari aura à m'admirer. Il en sera éperdu, il me dévorera de baisers. Drôle de fille, murmura le forgeron. Qui est le forgeron? Vakula, le personnage masculin principal. Drôle de fille, murmura donc le forgeron qui venait d'entrer en silence, et pas vantarde avec ça. Elle passe des heures à se regarder dans son miroir, elle ne s'en lasserait pas, et elle se fait encore des compliments à voix haute. Oui, jeunes gens, vous pensez que je suis faite pour vous? Regardez-moi seulement, continuait la belle coquette, regardez ma gracieuse démarche. Ma blouse est bordée de soie rouge, et ces rubans que je porte sur la tête, de votre vie, vous ne verrez pas de plus riche galon. Tout cela, mon père l'a acheté pour faire de moi l'épouse du plus beau jeune homme qui soit au monde. Et comme elle se retournait avec un sourire, elle aperçut le forgeron. Elle poussa un cri et s'arrêta devant lui d'un air sévère. Voilà de quoi illustrer le début de l'ouverture. Il commence d'une façon très mutine pour faire le portrait de cette jeune fille. Et je vous propose peut-être de pas, contrairement à mon habitude, de détailler trop motif par motif, puisqu'on ne connaît pas encore vraiment l'histoire, on n'est pas encore vraiment dedans, mais d'aborder ça vraiment comme une musique pure, en regardant le jeu du travail thématique, le jeu de la polyphonie. Oui, je vous écoute. Une harmonie fraîche, pentatonique, rustique presque. Je m'aperçois qu'on est quand même dans une tonalité, on n'est pas en do majeur, on est ici en la majeur. Avant, on était en fa majeur, mais il n'y a rien à l'armure, comme on dit en musique, c'est-à-dire c'est comme si on n'était pas dans une tonalité précise, parce qu'on va moduler tellement, on va tellement souvent changer de tonalité, c'est tellement capricieux que Tchaïkovski ne remet rien à l'armure, comme si on était en do majeur, bien qu'on n'y soit pas. D'accord, pour permettre plus de mobilité d'une harmonie à l'autre. Bah oui, parce qu'on change tellement souvent. Et pourquoi change-t-on? Parce que les thèmes très simples et très frais sont comme un cours d'eau qui est sans cesse dévié par un obstacle charmant, la minauderie de ce chromatisme, qui instaure une sorte de complexité, une instabilité savoureuse. Je vous propose de considérer le début de cette ouverture comme un thème et variation, mais d'un genre assez particulier, c'est-à-dire tout de suite très canonique et modulant. Donc ça, ce serait le thème. Et puis on a cet élément, cette minauderie. Et puis maintenant, comme si on faisait un zoom sur une note qui reprend un peu cette idée aussi du chromatisme, on va suivre aussi des lignes chromatiques maintenant. Maintenant, le thème va se retrouver en canon, mais à la basse. Mais évidemment, j'ai pas joué la ligne intermédiaire, la voici. On pourrait dire que c'est une deuxième variation où le thème réapparaît, mais sans qu'on puisse vraiment redire que c'est une répétition du même thème. Avec les entrées successives canoniques, on ne sait plus tellement bien où est la pulsation rythmique, et puis on reste suspendu. Une suspension encore qui est pleine de tension, c'est une note en pointillé, on pourrait dire. Et cette note pivot nous conduit de nouveau vers une autre harmonie. Quelle est-elle? Cette fois, on est en mi bémol. C'est tellement différent qu'on n'a pas vraiment l'impression d'une série de variations, mais plutôt d'une continuité. Oui.
On voit que les phrases se répètent à certains moments, par exemple ça, mais du point de vue de l'interprétation, c'est pas 2 fois la même chose, ça oblige de jouer ça sur la pointe des pieds, si on peut dire. Je pense que nous approuvons, nous qui vous écoutons, Bertrand Roulet, le besoin d'entendre ça au disque, à l'orchestre, si vous êtes d'accord, le début de cette ouverture de Tcherévitchki. Très bien. Bertrand Roulet, le début de cette ouverture de Tcherévitchki, de Tchaïkovski. Alors de la fraîcheur, de la simplicité, Oui. et puis un chromatisme un petit peu déstabilisant, et maintenant un chromatisme comme un courant qui va plutôt, une force avec laquelle il va falloir compter, qui va faire carrément déborder la rivière, elle va sortir de son lit. C'est la première allusion à ce personnage qu'on appelle le diable dans le livret, mais qui représente plutôt des forces aveugles, incontrôlables, inconscientes. Et en tout cas, ce débordement qui va se manifester d'abord sous forme de lignes montantes. Là, j'ai pas entendu de débordement, dites-moi. Alors, ça, ce n'est que la ligne elle-même. Hein. Il y a juste un espèce de zoom sur cette note. Je vous rappelle qu'on est toujours dans ce système de thèmes et variations. Alors maintenant, ça se transforme beaucoup. Hein. Avec tout cet élément canonique. On pourrait comparer les lignes montantes, que je vais essayer de mieux sortir par la suite, comme un tronc qui se développe, et puis les mélodies sont comme des branches qui sont entraînées, disons, par le développement, la croissance de ce tronc. Ce que je trouve intéressant dans ces glissements, ces compressions harmoniques, ces différents étages, on procède un peu par escalier, c'est que cette force en fait qui fait dérailler la musique, qu'on pourrait assimiler comme un débordement, elle a sa fonction en elle-même. Elle n'est pas juste une transition pour nous amener vers un thème, par exemple. Je ne sais Vous pas inventez quoi. là, oui. Alors je fais n'importe quoi. Oui. Mais donc c'est ce principe de force aveugle qui Oui. n'aboutit à rien. Et c'est justement le fait qu'il soit vraiment à nu comme une force vraiment purement pulsionnelle que je trouve justement intéressant.
des forces au plus profond de nous-mêmes, Mystérieuse en même temps. des pulsions déstabilisantes, Oui. et en opposition à ce type de musique, quelque chose de bien franc, de plus folklorique, un thème de Noël. Avec le corps, on peut imaginer des forêts, on peut imaginer des veillées dans ce village de Dikanka où se déroulera l'action, avec des meubles rustiques en couleurs vives, des jolies ukrainiennes à longue tresse, des paysans barbus, tout ce que vous voulez. Et alors, voilà ce thème en mode lydien d'ailleurs. Mode lydien. Oui. Très proche en tout cas. Je vois venir la remarque de l'auditeur qui dit voilà, c'est tellement russe, on nous plaque un thème folklorique, ça fait couleur locale. C'est pas faux. Mais Tchaïkovski fait bien autre chose qu'une simple juxtaposition. Il tire parti du fait que dans ces thèmes, dans cette couleur, il y a ce genre d'intervalle pour tisser tout de même un lien avec les autres parties de l'ouvrage. Par exemple, on avait au tout début... Alors il tire parti, on verra comment. Surtout dans le commentaire, dans le contrepoint, on a un petit peu l'équivalent de ces cellules de deux notes, de ces petites ondulations chromatiques. Voici par exemple c'est pas encore là. Ici. Vous voyez cet élément-là. Et puis, il va en profiter pour nous amener avec une transition à ce motif ici. Vous voyez comme le côté un tout petit peu coquin. Oui. Si vous le faites avec ce regard en même temps, effectivement, mais il faut juste qu'on l'entende. La musique Oui. quand même est plus enjôleuse que moi. Au lieu de... C'est quand même dans C'est clair, l'air, oui. même dans un chant de Noël. Parce que maintenant... Ça joue là-dessus, ce contraste Noël, la fête très belle, et puis Mais vous ce voyez- germe vénéneux. Vous voyez ce côté qui se ressemble à une juxtaposition, mais qui n'en est pas une. Ouais, je Le fait comprends. que ta-da-dam, maintenant, à partir de ça, il va faire le portrait d'une femme mûre très coquine, qui est la mère justement de Vakula, le forgeron, le personnage masculin principal. Alors, Elle s'appelle Soloka. et en même temps, Soloka, on avait ce motif dans le motif d'Oksana du début. Donc, Oksana, pop, la bonne jeune fille. Ouais, Voilà. Au début, il faut... c'était quand même dans l'air. Oui. Et Soloka, ce serait... Alors après, ce n'est qu'un motif, c'est pas le thème, mais ce sont des chants de force. Oui. Alors voilà, je vous propose d'écouter ce chant de Noël. On peut le voir comme une couleur russe, mais il y a aussi un travail structurel important derrière. Soloka, la mère du forgeron Vakula, n'avait pas plus de 40 ans. Elle n'était ni jolie ni laide, aussi bien est-il difficile d'être jolie à cet âge. Mais elle savait si bien ensorceler les Cosaques les plus respectables
qui, autant le noter en passant, ne se préoccupait guère de beauté, que tout le monde la fréquentait. Et les jours de fête, quand Soloka allait à l'église et se plantait juste en face du chœur, ayant mis sa cotte de couleur vive à tablier de cotonnade et par-dessus sa jupe bleue garnie par derrière de galons d'or, on pouvait parier à coup sûr que le sacristain allait tout sauter et plisser les paupières en regardant involontairement dans sa direction, et le maire se lissait la moustache, rejeter son long toupet derrière l'oreille et dire à son voisin « Ah, la brave femme, diable de femme !» Diable de femme, Bertrand Roulet. Et diable de musique, on arrive au scherzo, on arrive à la partie rapide de l'ouverture, qui correspondrait vraiment aussi à la forme sonate, c'est-à-dire un premier thème, un deuxième thème. Là encore, pas de juxtaposition pour bien comprendre comment c'est construit. Puisqu'on est en train d'éplucher cette ouverture, j'avais tout à coup l'image effectivement d'un fruit. On peut dire qu'on a enlevé la première peau, qui était ce que j'ai joué jusqu'ici, ce qu'on a entendu. Et puis maintenant, c'est les mêmes éléments, mais qui se retrouvent une couche en dessous. C'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir un élément plutôt pentatonique, comme on avait au début, avec ces éléments chromatiques. Mais maintenant, c'est avec vivacité, avec sur ces intervalles-là. Vous voyez, la petite cellule de 2 notes, coquine. Alors ici, le fait d'avoir une fois ça donne en même temps le départ comme une sorte de fugue, en tout cas de fugato, à une deuxième couche du thème. Le fait qu'on ait ces éléments, ça donne évidemment lieu à des harmonies. Si je les détaille un petit peu, par exemple ça, qui ont justement ce petit côté un tout petit peu déviant, un petit peu comme une course-poursuite. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le texte que je viens de lire est tiré de la nouvelle de Gogol. Le spectateur de Tcherevichki ne l'a pas, donc doit l'entendre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir le ressentir et commencer de le comprendre. Il entre bien dans l'idée qu'à la fois, il y a quelque chose d'un petit peu naïf, on va lui raconter un conte qui se passe dans un village, et en même temps, il y a quand même toujours une espèce de force un peu maligne qui est en train de contourner des obstacles et qui fait des sauts de côté. Et le fait qu'on a vu ce petit côté non seulement classique, mais même presque un peu baroque dans les articulations ta-da-ta-ta-ta-da-pa-pa-pa-da. Ce qui est aussi très tchaïkovskien, c'est qu'on a après une division d'un registre à l'autre, comme des segments qui se répondent, qui donnent justement l'idée d'une course-poursuite ou en tout cas d'un jeu de l'amour, d'une péripétie à venir. Je trouve assez rigolo et piquant cette fausse entrée qui n'aboutit à rien du tout. Et le thème est réaffirmé cette fois avec tout l'orchestre. Voilà.
Oui, l'équation est assez étrange. Soloka, cette femme d'âge mûr, dont on mesure le pétillement, mère de Vakula, le jeune amoureux. Dont il reste à faire le portrait au milieu de ces évocations féminines. Alors lui, c'est vraiment un symbole de joie de vivre, d'enracinement, de force vitale. Et c'est d'ailleurs autour de lui que va se jouer l'élément un petit peu initiatique de l'opéra, c'est-à-dire que symboliquement, il devra se dépasser lui-même. Il ira encore vers un accroissement de force. Il y a quand même un cheminement, une lecture symbolique qui sera possible. Et alors lui, il y a presque une saveur dans l'harmonie, presque, je dirais, un plaisir d'exister, de mordre la vie à pleines dents là-dedans. Alors, évidemment que ça, c'est ce qui rattache très clairement ce thème aux autres éléments qu'on a déjà entendus. Oui. Et puis, si on vous rappelle de ce que j'avais évoqué pour la 3e symphonie, l'idée des décalages métriques, même plus que rythmiques, c'est-à-dire d'avoir un premier temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui ne tombe pas sur le premier temps de la mesure, mais Oui. qui est décalé. Qui se déboîte, oui. Qui se déboîte. Alors on l'a ici. Expliquez-moi, comptez. Alors en fait, si je compte, bon exercice de dissociation, ma main gauche va marquer le premier temps de la mesure. Alors qu'en fait, on entend... encore plus clair que cet exercice pédagogique assez inélégant, c'est le retour du thème qui lui est dans la métrique de la mesure, et là on mesure le décalage oui. Qui s'est opéré depuis quelques instants. Je le marque trop, mais c'est pour bien faire comprendre qu'on a évidemment cette pulsation. Et puis on voit bien que la basse semble contredire la pulsation. Donc évidemment, c'est toujours l'idée du deuxième degré, l'idée de quelque chose qui est malicieux et qui semble vraiment la note dominante de cet opéra. L'invention est permanente et l'idée de force de ce personnage éclate jusque dans le choix des harmonies. Par exemple, dans ce passage ici, le choix des accords augmentés, le fait d'avoir 2 tierces majeures, donc non pas, ça c'est la tierce mineure, tierce majeure, 2 tierces majeures empilées, donne ce qu'on appelle un accord augmenté. Okay. Et c'est souvent quelque chose qui est lié à une idée de force. On a ça dans le chant de la forge de Siegfried, par exemple. D'ailleurs, Vakula est un forgeron. Alors... Alors l'idée du contretemps et des basses, et puis du brouillage volontaire par des périodes irrégulières par rapport à la barre de mesure. Comme pour dire qu'il va réussir à dompter, ou disons à rendre conscient de ces forces inconscientes, de ces gammes chromatiques. Là évidemment qui sont comme saisies dans sa poigne solide. Évidemment, il y a aussi l'idée du jeu, l'idée du secret, parce qu'on verra que Soloka est une femme libérée, un personnage très original, de montrer ça justement pour un personnage féminin.
sans qu'il y ait une notion sombre d'enchanteresse qui va faire dévier de délétère, oui, c'est ça. C'est au contraire une santé de la vie. C'est peut-être pas l'idéal absolu de toute une vie, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est au-delà du bien et du mal. Alors, cette idée de course-poursuite est évident, par exemple, dans le développement. Évidemment, il y a toujours des contretemps. Il ne faut pas oublier que Tchaïkovski est vraiment un rythmicien, un compositeur extrêmement agile et tonique du point de vue de l'invention rythmique. L'idée du dialogue, si par exemple je dissocie un tout petit peu les voix, avec toujours cette idée du chromatisme. Alors avec les cuivres, ça donne ceci. Donc c'est quand même, il y a quelque chose qui peut aller presque en direction de Shostakovich, et puis une orchestration qui est rutilante. Le rideau s'ouvre
désormais sur ce premier acte, Bertrand Roulet, de Tcherevichki, cet opéra de Tchaïkovski dont il est question jusqu'à la fin de cette semaine. Oui, le rideau s'ouvre sur le toit de Soloka, cette femme mûre dont il va être question maintenant, que vous allez nous faire son portrait. Soloka est sur son toit de nuit. Bertrand Roulet. Alors on verra que ce personnage non conventionnel s'exprime avec une symétrie de phrases qui est comme un cadre doré, comme le cadre doré qui pourrait encadrer des contes, des livres de contes dans la marge. Et ça donne quelque chose de franc, de populaire, alors qu'au fond, il n'y a rien qui est au grand jour là-dedans. C'est une vie secrète qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Elle se plaint même que la lune va éclairer beaucoup trop. Elle veut pas être vue. Quelque chose de furtif. Toujours cet élément canonique avec des réponses. Elle aspire de toute sa vitalité à sortir des cadres. Elle a une sorte de langueur, de soupir. On remarquera comme dans l'ouverture le thème qui est dans les basses. Donc ce sont des variations avec un traitement polyphonique. Je vais marquer la basse. On reconnaît qui vient de. Bon, je continue. Alors elle ne veut pas être vue, mais elle se dit si seulement une tempête de neige pouvait faire rage, comme ça je pourrais attirer quelqu'un chez moi. Donc ce qui pourrait être un poncif un petit peu facile d'accompagnement justement non polyphonique. Oui. C'est quand même lié un petit peu à une idée de gaudriole. On va retrouver ça, d'amour vraiment léger et sensuel. Et puis j'aimerais attirer quelqu'un Elle dirait « Jeune homme, aidez-moi à fermer la porte et restez donc un petit peu si le cœur vous en dit. » Alors on a très heureusement un bon enregistrement russe qui traduit toutes ces impressions. Elle aperçoit une sorte de lutin lubrique avec une tête de cochon. Ça vient de son thème, ce commentaire ici. Ah, elle ne l'avait pas reconnu, pourtant c'est un personnage familier. Il lui dit, tu te fais peut-être vieille, pourquoi tu m'as pas vu? Ça vient de face, tu as l'air normal, mais de dos, tu ressembles vraiment à un diable. La tierce, qui va être un élément important de développement. Je suis toujours aussi ardente malgré mon âge, dit-elle. Vous voyez comme les parties de violon deviennent de plus en plus mélodiques, et s'étirent presque avec volupté, on savoure les modulations, et puis ça devient un thème, ça devient la tierce, une tierce aguicheuse. Tout le monde m'aime et veut être aimé de moi,
Même la lune, ça me réchauffe. Et même le givre, ça me chatouille. Et maintenant, on va suivre l'idée de développement de cette tierce. Elle fait feu de tout bois, celle-là. C'est l'heure de s'amuser. Tu es vraiment mon genre, dit-il. Ce soir, nous irons au bal, parce que l'idée de la danse, c'est fait pour figurer autre chose qu'on ne peut pas montrer sur scène. Tu me prends pour une sorcière ou quoi? Aucun doute. Il a pas tort en même temps. Et comment est-ce qu'elle le sait? Comment est-ce que tu le sais, dit-elle. Écoutez-la maintenant, la tierce. Et ça frétille comme une queue de chèvre maintenant. Il parle de caractéristiques physiques qui la trahissent en fait. Elle reste tellement jeune et aguichante. Et puis il y a même un petit signe qu'il est le seul à connaître. Elle a une petite queue en tire-bouchon. Et alors là, elle se dit, t'es vraiment un bon diable, toi, on peut pas te la faire à toi. Je crois qu'on va bien s'entendre. Toujours la tierce. Ta-da-da-da. La tierce. Maintenant des forces qui vont se déchaîner aussi dans la nature sous forme de tempête. Alors elle va allumer un feu. Il lui dit surveille la cheminée jusqu'à ce que je m'échappe avec la fumée et essaye donc de me rattraper sur mon balai. Et elle dit pas on va s'envoyer en l'air, elle dit j'en m'envolerai vers les étoiles. Et maintenant une pulsation vraiment purement pulsionnelle, on va dire coïtale. C'est la danse. À colifourchon sur mon balai, etc. Hop, hop, hop. Ah, je suis verni aujourd'hui. Enfin, ça rime en russe. Hein. Tu m'attraperas pas, si, je te rattraperai, etc. Elle a pas froid aux yeux, cette commère, etc. Я обойдусь с тобой, понесусь. Я могу тебя догнать, если буду подгонять. И снова помолоду, и полетка хоть куда. Ей назло, Чичаковским повезло. Это не понесусь, синий воздух, как у нас. Я взовьюсь, понесусь, разлечу высоко. Ей назло, Чичаковским повезло. Laissons Soloka et le diable sur leur toit. Bertrand Roulet. On se retrouve demain pour continuer d'évoquer Tcherevichki, cette opéra de Tchaïkovski dont on mesure désormais à quel point il est important, il est riche. À demain Bertrand. À demain.
Подавай нам две поляницы, подавай нам две поляницы, дай грудочку кашки, да еще колбаски. Стол, 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 стол. Моя красавица, я для тебя достану такие черевики, что не у всякой панночки найдешь, казанские цветные. Ты достанешь, я погляжу, когда ты достанешь. Вот разве принесешь точь-в-точь такие, какие у царицы? Вишь, каких ты захотела, гордая девчина. Вишь, каких ты захотела, Да. Свидетелями будьте. Коли кузнец Вакула
redécouvrir Tchaïkovski et en l'occurrence redécouvrir ou découvrir Tcherevichki, cet opéra de Tchaïkovski dont nous avons vu, Bertrand, la première scène du premier acte. Il y a quand même encore 4 actes, autant de bonnes raisons de se retrouver demain. Grand merci à Gérald Diestan pour sa réalisation cette semaine de cette Terra Incognita. Isabelle Watson, assistance de production. C'est une proposition de Jean-Luc Rieder. Il est 15h.